Alors, bienvenue mesdames et messieurs dans ce live de la Confrérie du Rhum, ce soir spécialement avec un épisode spécial du podcast Le Singlecast, donc en direct également. Je suis avec mes collègues habituels, comme vous les connaissez. Tout d'abord avec notre cher blogueur belge préféré, Roger Caroni. Roger, comment vas-tu? Ça va très bien. Bonjour tout le monde. Ça va, donc en termes de Belgique, comment ça se passe? Pas trop difficile? Oh, c'est comme partout en Europe, je pense. Enfin, il y a des pays un peu plus cool, entre guillemets, mais ici, c'est un peu comme la France, on va dire. Donc, ouais. Ça va. C'est pas évident, mais on fait aller. D'accord. Alors, on va directement enchaîner avec un autre blogueur moustachu avec une superbe chemise ce soir, Laurent Cuvier, qui est avec nous, alias l'homme à la poussette. Laurent, comment vas-tu? Super. Tu viens de balancer tous mes secrets de présentation avant que je ne sois l'image. Il fallait que quelqu'un le fasse. Donc, voilà. Du coup, j'ai plus rien à dire. Si, il y a une barbe d'à peu près 3 mètres de long. Alors, sinon, ça va. Très jolie barbe, très jolie moustache. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Le live, de toute façon, il fallait bien qu'on fasse quelques efforts. Donc, bah ouais. Voilà. Et on ne le présente plus. Sa Majesté romienne, Jerry Gitani. Bonsoir, Jerry. Comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, ça va très très bien. Voilà, je suis parmi mes fleurs, je m'occupe toute la journée de fleurs et c'est très bien. Très bien. Alors, on est ce soir ensemble pour un podcast, un singlecast un peu particulier, parce qu'on le fait en direct dans la série des directs de la Confrérie du Rhum, donc sur la Confrérie du Rhum. Et à partir de maintenant, vous pouvez interagir avec nous en direct durant toute cette émission, qui a bien sûr un sujet. Mais avant ça, on souhaite peut-être faire un petit quelque chose. Il y a quelqu'un qui a un anniversaire aujourd'hui, quelqu'un qui est non seulement administrateur de la Confrérie du Rhum, également blogueur et grand amateur de ce qu'on fait, Olivier Scars. Joyeux anniversaire à toi. Happy birthday. Moi, je me sais. Joyeux anniversaire, Olivier. C'est mérité. Donc, si tu nous regardes, je pense que là, il doit être en train de faire la fête. Il nous regardera peut-être en replay, mais ça lui fera le petit clin d'œil. Voilà. Alors, ce soir, une émission particulière, comme je disais, dans laquelle vous pourrez réagir. Alors, bonsoir à tous. On voit vos commentaires. Bien content de vous voir, les Laurent. Les Laurent. Ah bah oui, forcément, il y en a deux. Voilà, donc on parle des deux Laurent, on parle de Jerry. Bref. On ne va pas relever. Le sujet de ce soir, on nous a longtemps demandé dans plusieurs commentaires quel était le sujet de ce soir. Alors, le sujet de ce soir, un peu particulier, on l'a gardé surprise, et un sujet qui peut amener à polémique. Les rhums édulcorés sont-ils issus de vraies traditions ou sont-ils de simples fantaisies marketing? Donc, ça sera notre sujet. On va parler sucre ce soir et de rhum sucré. Mais avant ça, on va donner la parole à notre cher Roger qui va nous faire les news de la soirée, comme dans chaque émission. Roger, on t'écoute. Voilà, écoutez, depuis la dernière émission, il n'y a pas eu 50 ans en plus. J'en ai trouvé deux ce matin. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Massam, embouteilleur italien, qui vient de Maryse Samaroli. Donc, c'est la veuve de Silvano Samaroli, qui met en bouteille les fûts de leur collection privée. Et donc, l'année passée, on a eu droit à Porte-Morand 2003 et Hamden 92, plus des whiskies. Et ils vont revenir cette année avec un nouveau batch du Porte-Morand 2003. Donc, c'est prêt. On attend juste que les petits soucis européens se calment avant la sortie. Et une news un peu plus belge, Hubert Corman m'a annoncé ce matin qu'il préparait un embouteillage d'un vieux St. James pour la fin d'année. Sur lequel il va refaire une étiquette personnalisée comme il l'avait fait pour le Bali, le Trois-Rivières, entre autres. Bon. Voilà. Donc, encore un bon St. James à prévoir pour la fin de l'année. Je pense que ça fera 2 années de suite où en fin d'année, on aura de magnifiques St. James, si je peux me permettre. Oui, je sais, il faut se lancer des fleurs de temps en temps. C'est le thème de la soirée, apparemment. Donc, voilà. Ouais, une partie de l'écran. Donc, voilà. Bon. En tout cas, merci Roger donc, pour ces infos. On va revenir donc au sujet de la soirée qui finalement intrigue tout le monde. C'est, je le répète, les rhums édulcorés sont-ils issus de vraies traditions ou sont-ils de simples fantasy marketing? Alors, il me semble que Jerry a la possibilité de nous en dire un peu plus. Jerry, d'où vient ce phénomène? Est-il nouveau? Peux-tu tout nous dire parce que tu sais?
dire, c'est beaucoup dire en fait. Non, mais en fait, oui, tu as parlé de sucré, mais on peut parler plutôt de sauce ou de bouquet, hein, qui est un usage qui se fait depuis très très longtemps en fait, hein, depuis que le rhum existe. Le rhum, les rhums, on va dire de mauvaise qualité. Il y avait une pratique qui consistait à ajouter ce qu'on appelle une sauce qu'on appelle le bouquet ou le bouquetage dans des eaux de vie, hein, le mot qui est employé en France notamment. Et quand on remonte, quand on regarde cette tradition, enfin ce process, on va dire, de fabrication, est utilisé dans pas mal de pays producteurs de rhum, en fait. Hein. En Guyane britannique, le Guyana, qu'on connaît bien maintenant, il était de tradition de produire donc un condensé à base de fruits qu'on faisait macérer dans un distillat et auquel on ajoutait un peu d'eau. On le diluait et on le mettait à vieillir de quelques mois jusqu'à 3 ans en fût. Et ce mélange était ajouté au rhum standard. Et était vendu comme ça, localement et même à l'exportation. Ça, c'était en Guyane britannique. On retrouve le même phénomène dans les îles, notamment les îles espagnoles, à Cuba. Par exemple, il était de tradition de fabriquer ce qu'on appelait la mezcla, qui est un peu le même process que ce qui se faisait au Guyana, sauf qu'il rajoutait aussi un peu de vin cuit là-dedans. Et on a des exemples, voilà, c'était une tradition cubaine de pratiquer cela. On a des exemples de rhum qui ont été très célèbres, hein, pour citer par exemple Mathusalem. Et donc les producteurs de rhum faisaient ces condensés, et c'était des secrets de fabrication en fait. Ils ne divulguaient pas leurs secrets. Et même dans les îles anglaises, alors là je vais peut-être faire bondir Richard Seale, mais il ne comprend pas le français, il écoute peut-être, mais voilà. Ben à la Barbade, il le faisait aussi, il le pratiquait. Alors là, c'est plutôt Alexandre Gabriel qui va être content. Mais à la Barbade, ils pratiquaient, ils ajoutaient aussi dans les rhums, ils ajoutaient des fruits secs. Et donc, vous voyez que c'était une pratique qui se faisait beaucoup au niveau des producteurs de rhum il y a très très longtemps. Hein. C'est très détaillé dans le livre de Kervégan, hein, qui est l'un des meilleurs livres sur le rhum. Il y a plus de 500 pages avec des précisions chimiques, etc., où il décrit très très bien ce phénomène. Il y avait aussi cette pratique au niveau des négociants. Les négociants qui recevaient du rhum en vrac et qui, eux, faisaient leur propre petits mélanges et leurs petits additifs, et là, ils rajoutaient aussi des sirops, du sucre. Et c'est là où ça devenait un peu plus, je veux dire, à l'époque, les fraudes n'étaient pas telles que maintenant, il n'y avait pas de régulation comme aujourd'hui, et donc c'était des pratiques très courantes que faisaient aussi les négociants. Alors ça, c'était à l'époque, effectivement. Est-ce qu'on peut en déduire que, effectivement, par rapport à certains pays, c'était vraiment des traditions qui, aujourd'hui, peuvent encore être valables dans certains de ces pays? Alors, c'est des traditions qui continuent, on continue à le faire, avec peut-être plus de transparence maintenant. Par exemple, dans les îles françaises, ça se pratiquait pratiquement pas. On a eu l'exemple de la Favorite, mais qui là où, au niveau, pour les gens qui connaissaient la distillerie, c'était transparent. Hein, le père Dormoy a toujours dit qu'il mettait des pruneaux dans ses fûts à l'époque. Donc voilà, mais cette tradition peut continuer. Je pense que le débat va plus porter sur les nouveaux producteurs de rhum qui utilisent des additifs et qui ne le disent pas, camoufler la mauvaise qualité de leur rhum. Je pense que le débat va plus porter là-dessus. Est-ce que, du coup, je sais pas, est-ce qu'on a encore le temps après l'intro de 2 heures ou on arrête? Je peux continuer sur l'intro. Ça va, on peut aussi dire que il y a des ajouts, puisque, par exemple, en Jamaïque, on sait que dans la fermentation, ils ajoutent des fruits. Est-ce qu'on peut considérer ça? Voilà, donc le débat. Je peux continuer si tu veux, Laurent. Alors justement, c'est ma question suivante, et là, vous aurez peut-être un peu chacun votre avis.
Je vais juste faire une petite parenthèse par un commentaire. Il y a quelqu'un qui me demande ce qu'il y a dans ce verre. Alors, c'est un Dillon 2003, hein, donc voilà, pour ceux qui cherchent. Et sinon, on me dit un petit Caroni 17 ans Vélier pour Roger National, à ta santé. Donc, un commentaire très belge avec le petit drapeau. Donc, voilà, il a bien raison. Donc, pour venir à ma question suivante, justement, et là, je vais peut-être vous demander votre avis à tous les trois, qu'entend-on aujourd'hui par édulcoration ? Avant tout, je voudrais juste réagir à un truc que Jerry a dit, qu'il y a une tradition dans de nombreux pays, etc. Et qu'en Martinique, par exemple, c'était assez exceptionnel. Par exemple, pour la Fabrique. Et on sait les différents articles qu'il y a pu avoir dessus, les différents échanges, c'était très intéressant. Et tu soulignes quelque chose, tu dis, c'est quelque chose qui était absolument public, dit pour les gens qui connaissaient la distillerie, ou pour les gens qui connaissaient le patron. Alors, certes, mais moi, par exemple, tu vois, enfin, la distillerie, j'y suis allé il y a 1 an. Avant, je connaissais pas particulièrement la distillerie. J'ai jamais parlé au père d'Ormois. C'est pas quelque chose qui, du coup, était, moi, à la portée de ma connaissance. Donc, voilà, je veux juste souligner ça, et ça me fait embrayer sur un autre truc, parce qu'on entend d'autres, alors c'est plutôt embouteilleur indépendant pour le coup. Oui, alors pour répondre à ce que tu dis, c'était une tradition qui était faite depuis les années 60, à cette époque. Il faut se mettre aussi dans le contexte. On ne donnait pas forcément tous les détails de la fabrication. Le consommateur était moins avare de connaissances. C'est pas comme à notre époque où nous, on voulait tout savoir. Donc voilà, sans vouloir excuser qui que ce soit. Ça marche. Et moi, je voulais juste revenir, justement, mais c'est ma moustache. Et puis, Kev, toi aussi, t'es beau, on est tous beaux. Voilà. Je voulais juste dire que ça me fait penser à ce que certains embouteilleurs indépendants ont pu dire ou disent. Alors, je pense par exemple à Plantation, mais il peut y en avoir d'autres, qui ont toujours dit, nous, on ne l'a jamais caché, on l'a toujours mis en avant. Alors, oui et non. C'est-à-dire que quand on a l'occasion de parler directement avec les gens de la marque, ils le disent. Mais le consommateur qui va acheter sa bouteille, sur la bouteille, c'était pas marqué. Maintenant, ça devient marqué. Mais voilà, toujours, moi, je prends toujours un peu avec des pincettes les producteurs ou les distributeurs qui vont dire « Mais nous, on l'a jamais caché, on a toujours été transparent. » Ouais, du moment que c'est pas sur la bouteille, c'est pas transparent. Voilà, je voulais faire cette petite aparté. Je laisse. Oui. Il y a encore quelques années, le rhum était dans l'inconscient collectif quelque chose de doux et sucré. La plupart des gens, quand on parlait rhum, on parlait d'un truc suave, rond, dans l'imaginaire collectif, pour diverses raisons. C'est vrai que hormis les rhums d'AOC, Orflibust, qui eux ont suivi à partir des années 80, je pense, un petit peu même avant l'AOC, à devenir beaucoup plus pur, entre guillemets. La plupart des autres rhums étaient édulcorés et fort réduits par principe. Donc, ça n'a pas été non plus quelque chose de très bénéfique pour la cause du rhum. Vu que les gens ont été habitués à goûter du rhum directement saucé, sans être trop péjoratif. Après, un ajout de sucre peut être considéré effectivement comme quelque chose de saucé, vu qu'on rajoute un caramel au rhum. Et je ne pense pas que c'était toujours pour masquer un défaut. Je pense que c'était juste, surtout, les gens voulaient que le rhum soit comme ça à une certaine époque parce qu'ils ne connaissaient peut-être pas simplement le vrai goût du rhum tel que maintenant on commence à le percevoir avec pas mal d'indépendants qui jouent un peu plus le jeu par rapport aux fûts qu'ils reçoivent, parce qu'après, il y a beaucoup de fûts qui arrivent aussi chez les brokers et qui sont déjà saucés avant d'arriver. Mais oui, je pense que les gens sont plus au courant maintenant qu'il y a encore 10-15 ans. Donc, c'est difficile à rattraper, quelque chose comme ça. Moi, j'ai des amis qui aiment bien le whisky. Quand je leur parle de rhum, c'est « Ah ouais, non, ton truc sucré, on ne veut pas, quoi. » Après, tu leur fais... Il y a quelqu'un qui fait la remarque, justement, beaucoup ont commencé avec des rhums édulcorés, type Diplomatico, etc. Ah ouais. Mais je crois qu'en France, alors après, le luxembourgeois et le belge pourront peut-être me contredire, mais en France, comme on a nos Antilles françaises, et donc on a accès à ces rhums-là facilement, et ça fait vraiment partie de la culture rhum en France, en métropole. Évidemment dans les îles aussi, mais
plutôt de la métropole. Du coup, j'ai l'impression qu'en France, on commence peut-être moins nécessairement par des choses sucrées, parce qu'on peut tout de suite avoir accès à un petit punch, un rhum AOC pour faire un planteur, j'en sais rien. C'est ça. C'est-à-dire que culturellement, vous êtes beaucoup plus proche par rapport au rhum agricole, en fait, d'enjeux, par rapport à d'autres pays qui n'ont pas justement ces connexions avec les Antilles françaises, comme la Belgique, le Luxembourg, ou encore, je prends aujourd'hui l'exemple de l'Allemagne, où le rhum agricole est finalement quand même encore très peu connu. Alors c'est en train de changer effectivement, Laurent, mais il y a quand même beaucoup de gens qui découvrent l'Europe, même ici, en France métropolitaine, avec des rhums quand même, on va dire, plutôt sucrés. C'est beaucoup plus facile d'accès. C'est vrai que nous, dans notre entourage, il y en a de moins en moins. Mais moi, sous ma casquette de vendeur, je vois quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les rhums sucrés au départ. Hein, ça change, mais très lentement malgré tout. Et à l'étranger, alors là, n'en parlons même pas. Les rhums agricoles ne sont pas connus du tout. Et pour les gens, ils sont habitués aux rhums avec des très, très, on va dire, même sucrés ou moins sucrés, mais pas les rhums comme nous, on les aime avec notre goût français. Quand c'est que sucré, ça va encore, quoi. Alors justement, on a un commentaire qui nous vient là, qui n'est pas faux et qui nous dit « L'ajout de sucre n'empêche pas le plaisir de boire du rhum, c'est la transparence qui est importante. » Je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet-là. C'est pas parce qu'un rhum est sucré qu'on ne va pas forcément pouvoir l'apprécier. C'est vrai, mais avec une certaine limite. Alors, ce avec quoi je suis d'accord par rapport à ce commentaire, c'est que la transparence est primordiale. Il faut savoir ce qu'on boit, il faut savoir s'il y a des ajouts. C'est extrêmement important. En revanche, le sucre, quand même dans certaines limites, c'est-à-dire que le sucre à dose, alors ça, chacun quantifie un peu, mais à dose un peu trop importante, modifie de manière extrêmement importante le profil du rhum, à tel point, enfin, je sais pas, je sais jamais comment on prononce cette marque, c'est Riese, HS Riese. AH Riese, ouais, c'est ça. J'en ai bu une fois, parce que je me suis dit, tiens, il y a une finition sauterne, je sais pas quoi, c'était au Rumfest, je crois. Non, mais là, tu nous parles de sirop, là. Mais c'est imbuvable. Je pense qu'il faut le mettre avec, comme tu dis, voilà, c'est un sirop, il faut le mettre avec de l'eau, ou je sais pas. Alors, détrompe-toi, ici en Allemagne, par exemple, alors c'est une marque danoise, il me semble. Oui. Et ici en Allemagne, par contre, c'est un produit qui marche très, très bien. Pour le coup, qui se vend très, très bien. Ouais. Donc, c'est, je pense, en fonction des cultures et des palais, peut-être quelque chose qui peut varier. Donc, voilà. Roger est revenu. Oui, on t'avait perdu là pendant 2 ans. Écoute, c'est les aléas du direct. Hein. Je suis au fond de mon jardin. Mais pour revenir sur le côté sucré, moi, j'insiste pour dire qu'en France, on aime beaucoup les rhums agricoles, mais il y a quand même des gens qui aiment les choses sucrées. Sans parler d'édulcoration, en France, on est quand même les champions du monde des rhums arrangés qui sont sucrés. C'est vrai. Sans parler d'édulcoration, de choses, voilà. Donc, c'est pas aussi catégorique que ça. Alors, justement, Laurent, tu nous parlais de limites. Il y a des limites. Il y a des limites, effectivement, notamment des limites légales qui sont prévues. Et je souhaiterais revenir sur un petit extrait de la loi votée, donc mise en place par l'Union européenne concernant l'édulcoration des rhums depuis l'année dernière, donc depuis mai 2019, ça fait pile poil 1 an maintenant. Et cette loi a un point bien précis qui nous dit « Le rhum peut être édulcoré pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants exprimés en sucre inverti. » Voilà. Alors, la première question que j'ai été me poser, tout simplement, c'était « Qu'est-ce qu'un sucre inverti ?» Et là, je suis tombé sur une définition assez intéressante qui nous explique que, connu depuis très longtemps puisqu'il est constituant majeur du miel, c'est en fait un mélange de sirop de glucose et de sirop de fructose à concentration égale qui affiche un pouvoir sucrant légèrement supérieur au fructose. Il évite la dissociation des sirops, des pâtes, des fondants. Le sucre inverti peut également être utilisé en biscuiterie, pâtisserie, car il favorise la conservation du moelleux.
la coloration des produits et l'augmentation de la saveur sucrée. Voilà, donc c'est ça ce qu'on nous dit aujourd'hui légalement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'avant ça, cette loi n'existait pas, en quelque sorte. On disait juste qu'on pouvait rajouter du caramel pour la partie coloration, mais pas forcément pour la partie édulcoration du produit. En fait, moi, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que du coup, sur une bouteille, il n'y a pas de différence entre un rhum qui est à 0 et un rhum qui est à 20. Ouais. Et il n'est pas nécessaire pour le producteur, distributeur, embouteilleur d'indiquer quoi que ce soit. Du moment qu'il est maximum à 20, il appelle ça rhum et il ne doit rien d'autre. Alors que quand même, quand on goûte un rhum déjà qui est à 20 grammes, c'est déjà bien sucré. ça se sent déjà pas mal, quoi. Donc, c'est un peu c'est deux produits qui ne devraient pas porter le même nom au final. Ben voilà, c'est un peu ça le problème. Alors, très bonne blague en passant un sucre inverti en vaut deux. Voilà, moi j'ai rigolé à l'intérieur de moi-même. Je l'ai trouvé bonne, c'est pour ça que je pensais qu'il valait bien. En fait, comme dit Roger, c'est-à-dire que c'est un peu deux produits différents. Dans le sens où, moi, ce que j'aurais apprécié, on va dire, ce serait que, ben non, c'est 0. Alors après, est-ce qu'on voulait mettre du 2, du 3, voilà. Mais au-delà de ça, soit il y a une obligation de l'indiquer, soit ça change de nom, enfin, qu'il y ait un truc différent, qu'on puisse différencier de produits qui sont effectivement pas les mêmes. Alors, c'est vrai que là, on met sur le même piédestal, donc justement, un produit dans lequel on n'a pas ajouté de sucre et un produit dans lequel on peut avoir ajouté du sucre jusqu'à une certaine limite. Est-ce que ça altère le goût? Alors, je sais que Christine Lambert a fait un article sur le sujet dans lequel elle présentait un exercice tout simplement où on prend un verre d'eau dans lequel on va rajouter 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes et 20 grammes de sucre. Et elle en a conclu tout simplement que jusqu'à 10 grammes, on ne voit absolument aucune différence d'un point de vue gustatif, et que c'est à partir de 12, voire 15 grammes, qu'on voit effectivement les premiers résultats arriver au niveau des arômes. C'est-à-dire que là, effectivement, on commence à sentir le sucre en bouche. Donc, jusqu'où est-ce qu'on pouvait mettre cette limite? J'imagine bien qu'il fallait en mettre une quelque part. Maintenant, pourquoi 20 grammes? Très bonne question. Je ne sais pas. Ça ne change peut-être pas le goût, mais ça change quand même la croche en bouche, non? Tu as un truc plus liquoreux, forcément, avec 10 grammes de sucre. Ça change la couleur, très certainement. Oui, mais même le corps. Je veux dire, tu as quelque chose de plus gras. J'ai pas fait l'exercice pour le coup. J'ai pas fait expérience. Jerry, tu voulais dire quelque chose? Je disais que ça dépend aussi de la puissance. Oui, évidemment. Si ton rhum du sucre en question. Ouais. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Alors, justement, on me demande si j'ai un lien pour cet article. Oui, je vais reposter l'article dans les commentaires plus tard, donc après le live, comme ça vous pourrez voir. Sinon, Letty Mathieu, sucre, caramel, glycérol, vanilline, c'est quoi l'édulcoration? On y reviendra un peu tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est pas tout la même chose. Il y a des produits qui sont prohibés, d'autres non. Et puis même, il y a vanilline et vanilline. Je veux dire qu'aujourd'hui, on a la vanilline naturelle qui est effectivement présente dans le bois, qu'on peut avoir dans le bois et qui ne va cependant pas excéder une certaine quantité. Il est prouvé que même après 10 ans de vieillissement, un rhum ne contient pas naturellement plus de 7 à 8 grammes d'édulcoration de par la vanilline. Donc, on arrive rapidement, via des tests, à voir si ça a été rajouté artificiellement ou pas. Donc, voilà. Mais moi, ce que je voulais vous proposer, c'était un petit jeu. Vu qu'on est en live, d'ailleurs, vous aussi, si vous nous suivez, vous pouvez éventuellement jouer avec nous. Un petit quiz sur l'édulcoration, c'est-à-dire que ça va être très simple. Je vais vous donner des références de rhum et vous allez essayer de deviner si c'est saucé ou pas. C'est-à-dire que si ça rentre dans les clous, surtout de l'Union européenne ou pas. Ah, donc, voilà. Ça peut être jusqu'à 20 grammes et on doit dire que ça va, quoi. Ça peut être plus. Voilà. C'est-à-dire que. Alors, pour faire plus simple, si c'est situé entre 0 et 5, on va dire que c'est naturel. Et donc, on en conclura qu'il n'y a rien d'ajouté. D'accord? Si c'est entre 5 et 20, ça sera édulcoré, mais légal. Et au-delà de 20, pour le coup, on sera dans le rouge. Eh ben, on va en dire des conneries, vas-y. Ah, de toute façon, tu nous fais pas goûter, là. Ah non, je ne vous fais pas goûter. C'est des références que normalement, vous êtes censé connaître. Ah, je pensais qu'on allait recevoir un petit set de samples et tout. Ah non, quand même pas. On n'est pas aussi organisé que ça. On n'a pas les budgets.
Donc voilà, on va compter les points. Donc vous aussi, chers auditeurs, si vous écoutez ce podcast ou que vous nous suivez là en direct dans les commentaires, n'hésitez pas à jouer. Donc la première référence de ce petit quiz sera l'Angostura 1824. C'est plus que 5. Pardon? Plus que 5 grammes, non? Ou le 1919? 1824. Je dirais plus que 5 grammes. Mais de quelle année? Le récent. Le récent. Le récent, alors 1832. ils ont diminué le taux de sucre. Ouais, je dirais que c'est en dessous de 20. Et au-dessus de 5. Au-dessus de 15, entre 15 et 20. Entre 5 et 20. Entre 5 et 20, mais à vrai dire, je ne sais plus, moi, dans leur gamme, je sais que je les ai goûtés un moment, je sais que je n'ai pas aimé, après j'ai tourné la page. Donc, selon vous, on est dans les clous. Alors, on a Letty Mathieu qui nous dit 24 grammes. Quelqu'un d'autre qui dit plus de 15, 26. Ouais, effectivement, c'est voilà. Alors, on est, selon les tests, à 18 grammes. Ah bah voilà. Donc, on est logiquement dans les clous. On peut avoir une petite étoile. Donc voilà, vous avez chacun une petite étoile, c'est très bien. Je gagne quoi? Ah, pour l'instant, encore rien. Tu verras à la fin. La chemise de Benoît. C'est ça. Alors, pour le deuxième, et c'est là que ça devient intéressant, le Don Papa, 10 ans. Le 10 ans, c'est le tout noir, hein? Le Don Papa, exactement. Le Don Papa. Ils ont remplacé le sucre par du café, donc il y en a un peu moins. Il est à 115 grammes. C'est le côté caviste spécialisé qui parle. Alors, dans les commentaires, précisez-nous quand même la référence quand vous mettez les grammes, parce que là, on ne sait pas si c'était pour la réponse précédente ou celle-ci, au fait. Moi, je dirais que celui que j'avais goûté, en tout cas, alors ça remonte un peu, mais c'était clairement plus de 20 grammes. Ah. Mais je n'ai pas goûté le 10 ans, mais à mon avis, ça ne doit pas être moins sucré que l'autre. Oui, parce que le 10 ans, comme Laurent, je l'ai goûté il y a au moins 5-6 ans, il était au-dessus de 20 à l'époque. Alors, non, mais c'est le juste prix, c'est plus. Ouais, effectivement. 50 grammes, 32 grammes 79 pour le Don Papa. Ouais, bon. On compte toujours en grammes. On parle toujours en grammes. Oh, il y a quelqu'un qui nous met 7 kilos. Ouais, pourquoi pas. Alors, justement, détrompez-vous. Selon les mesures, on est à 16 grammes. Parce que sinon, on ne pourrait même pas le vendre sous forme de rhum, en fait. Alors, ça ne les empêche pas d'avoir vendu l'autre avant. Hein. Est-ce que ce serait une version relativement récente où ils ont dit… Ouais, ça dépend des versions. Alors les mesures sur lesquelles je me suis basé sont des mesures qui ont été cumulées par le gouvernement finlandais, d'accord, qui avait donc fait un travail avec les douanes à ce niveau-là, notamment suite aux articles de Johnny Dreyer et Cyril Weglard. Et donc c'est vraiment sur ces chiffres-là que je me suis basé. Et là, on est sur des chiffres qui datent de 2018. Okay. Voilà. Bon. Et donc, on est à 16 grammes pour le Don Papa 10. Donc, voilà, pas d'étoile pour vous sur ce coup-là. Alors, pas d'étoile. Je sens que Laurent et Roger vont… Ils sont importants. Ouais, là… Non, après, c'est le 10. Après, c'est le 10. C'est pas le traditionnel, c'est le 10. Bien sûr. Alors, moi, je voulais dire que dès que l'occasion se présentera, je sauterai dessus pour pouvoir déguster ça. Et que… Tu nous diras quoi hein? Bien sûr. Et que dans tous les cas, que ce soit le sujet. Le 7 ans, je crois, c'est un 7 ans l'autre. Hein. Ah, 7 ans. 10 ans, les deux sont mauvais. On peut continuer. Donc, bon, toujours une étoile. Ensuite, ensemble. Ouais, voilà. Ensuite, l'Appleton, 21 ans. Moi, je dirais moins de 20. Moi, je dirais moins de 20 aussi. Mais je dirais quand même plus que 5. Ouais, c'est vrai qu'au goût, il y a une certaine sucrosité, mais je dirais moins 20. Mais plus que 5. 20. Alors, après, non. Ouais. Alors, le truc, c'est qu'évidemment, tu poses la question. Donc, tout de suite, on se dit « Ah, il y a un piège et tout, machin. » De base… Je pense qu'ils ne sont pas sucrés. Moi, j'en ai pas dit 0. Il y a un ajout pour garder la trame, parce qu'il les filtre au charbon, je pense. Puis après, il les recolore pour garder une certaine trame. Si, je pense qu'ils font ça chez Appleton. À vérifier, mais il me semble que oui. Et donc, il y a des ajouts, entre guillemets, mais on n'est pas très haut. Hein. On ne doit pas être, à mon avis, 8, 6, je ne sais pas. Pour moi, il me semblait qu'Appleton, au même titre que, sans doute, je ne vais pas dire une connerie, mais l'intégralité des rhums jamaïcains, ils n'ont pas le droit de mettre du sucre. Donc, je pense qu'ils s'en servent pour la coloration.
Et je suis pas sûr qu'il recolore Appleton, qui filtre et qui moi ça me dit rien en tout cas. À vérifier, mais il me semble que oui. Mais bon, Jerry, on va été voir sur place. Hein. Jerry, tu en dis quoi? Tu en penses quoi, à ton avis? L'Appleton? Ouais, Appleton maintenant. J'ai pas le chiffre, mais c'est vrai qu'au goût, je le trouve à le 21 ans. Hein. Oui. C'est vrai qu'au goût, je le trouve un peu sucré, mais bon, je n'ai pas de chiffre. Mais je dirais peut-être naturellement qu'il est autour de 14-15. Ok. Laurent, plus de 5 ou moins de 5? Moi je dirais moins de 5. Et Roger? Plus que 5, mais moins de 20. D'accord. Bah, ça sera une étoile pour Laurent pour le coup, parce qu'il est effectivement à 4. Voilà. Donc, c'était justement, il y a des petits pièges. C'est un peu impressionnant parce qu'il a effectivement ce goût très suave. Ouais. Avec le côté un peu liquoreux, café, caramel, un peu très gourmand finalement. Et il est dans les clous, même largement dans les clous, puisque c'est situé entre 0 et 5. Donc voilà. Donc ça fait 2 points pour Laurent, 1 point pour Jerry, 1 point pour Roger. Ensuite, voilà, Pousseurs, 15 ans. Là, on rentre dans des références un peu poussées, sans mauvais jeu de mots. Le Pousseurs, 15 ans. Ça fait longtemps que j'ai goûté ça. Ah ouais, Et, des trucs qu'on goûte plus, qui se vendent Je plus. pense que c'est quand même sucré. Hein. Ça doit être moins de 20. Le Ça pousseur, doit être à 15, à mon avis. hein? 10, 15, non? Ouais, entre 10 et 15. Hein. entre 10 et 15, Laurent. Entre 5 et 20. Alors, Très fort, Laurent. pas du tout. On est à 24 grammes. 24. Pour le Ah oui, quand même. Ouais. À 24 grammes, effectivement. Ce rhum, moi-même, j'étais étonné en voyant ces chiffres parce que en mémoire, je l'avais vraiment pas pas aussi sucré que ça. Et finalement, il s'est avéré qu'il était. Quand il y a la puissance, on sent un peu moins le sucre. Exactement. Enfin, peut-être moins les décorations, moins le sucre finalement. Donc voilà, on est toujours à 2 points pour Laurent, 1 point pour Jerry, 1 point pour Roger. Ensuite, le Flor de Cagna, 12 ans. Flor de Cagna, pas de sucre. Roger? Aucune idée, je n'ai jamais goûté. Donc, Bah, dis plus de 20 au cas où. Ouais, chance. ça nous fera des 19,87. 19,87. 19,87, eh ben non, pas du tout, effectivement, il n'y a aucun ajout de sucre dans les rhums Flor de Cagna. ajout chez Flor de Cagna. Donc ça se situe entre 0 et 5, effectivement. Ouais. Comme quoi, si je peux me permettre, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'ajout de sucre que c'est bon. Voilà. Ah, tu veux dire que c'est pas bon, Flor de Cagna? Alors, tu en tires les conclusions que tu le souhaites. Après, c'est sûr que si un rhum était bon parce qu'on ne mettait pas du sucre dedans, ça se saurait. C'est un peu facile. De la même manière, ce n'est pas parce que c'est un rhum que c'est sucré. Absolument, la preuve. Et ce n'est pas parce que c'est un rhum d'Amérique centrale que c'est sucré. Voilà, c'est ça. C'est une des exceptions, en fait, Flor de Cagna. Une des exceptions dans le monde des rhums. Donc voilà, donc ça nous fait 3 points pour Laurent, 2 points pour et 1 point pour Roger. Alors, il nous en reste encore 2. Le suivant, un peu particulier, le Optimus 25, mais attention, whisky finish en fût de tomatine. Oh non, non. Chier, non. Et donc, on est sur du Oliver Optimus 25, mais en fût de whisky. Bon, on va dire 15. Hein. Oui, mais est-ce que c'est un tomatine qui a vieilli en fût de Jerez ou pas? C'est pas précisé. Parce que bon, là, tu nous donnes des trucs. Bon, Optimus en général, ils sucrent pas beaucoup, presque pas. Je dirais, entre 5 et 10. Ouais. Roger, Laurent. S'ils sucrent pas beaucoup, parce que moi je me rappelle de trucs assez velus niveau sucre. Hein. C'est le caviste qui parle. Bon, ben moi je vais dire plus de 20 parce que je la connais pas cette finition. Je vais juste me baser sur Optimus. Ok. Je reste sur mon 15, mais bon. Reste sur ton 15. Eh ben, pas du tout. C'est Laurent qui a raison, effectivement. On est à 34 grammes quand même. Putain, Laurent, il est fort. C'est du Oliver il aime bien le sucre, c'est ça son problème. Même avec la finition whisky, ça reste du Oliver et Oliver. Et finalement, ça reste des produits très, très sucrés. Voilà. Alors, on nous demande si c'est le finish qui apporte le sucre. C'est une réponse à laquelle on va répondre juste après. Bah, ça apporte le surplus de... Je vois bien les petits commentaires que vous mettez. Vous inquiétez pas, on voit un peu ce que vous mettez comme commentaire. C'est intéressant. Bien de voir que vous prêtez au jeu. Et donc voilà, le dernier. Alors, le dernier, avec un petit piège.
Le rhum Clément single cask vanille intense. 0 pour Laurent. Je partirais qu'il est en dessous de 5. Ouais. Ouais. En dessous de 10. Ouais. En dessous de 10 ou en dessous de 5? En dessous de 10. En dessous de 5. Plus que 5, Jerry? Ouais. Alors non, pas du tout. Il est en dessous de 5, effectivement. Il se situe entre 0 et 5. Il y avait le petit accrochage sur le vanille intense, mais il fallait le préciser. Et donc voilà. Je pense que les scores, on est avec un grand gagnant qui est Laurent. Félicitations. Bravo, Laurent. Voilà, bravo. On fait l'applaudir. C'est magnifique. Voilà. Tu n'as absolument rien gagné en dehors de cette information. En dehors de l'information suivante, c'est qu'on a également prélevé le taux de sucre du Malibu, la liqueur de coco fabriquée à la Weird, donc à la West Indies Rum Distillery, qui appartient à Maison-Ferrand aujourd'hui. Et est-ce que quelqu'un a une idée de combien de sucre ça contient en grammes par litre? Ça, c'est Plus que beaucoup. C'est trop pour nous, ça. C'est trop pour nous. 90. 90. Tu dis la même. Non, attends, c'est vu. On est à 200 grammes de sucre par litre. Voilà. Donc je pense que c'est un peu, je vous en remets. Pardon? Je dis, il en reste un peu, je vous en remets. Oh oui. C'est ça. On est quand même à 200 grammes par litre. Donc voilà, il me semblait que c'était pertinent pour le dire. Voilà. Un peu grand. Juste apporter une petite précision, parce que tu as parlé du Clément vanille intense. Oui. Juste pour préciser qu'il n'y a pas de sucre, mais qu'il n'y a pas c'est pas un finish vanille. Hein. C'est juste le type de fût et la chauffe du fût qui va apporter ce côté vanille. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, justement. C'est pas un rhum arrangé à la vanille, quoi. Non, il n'y a pas un finish vanille. C'est quand même assez couillu d'appeler ça. Je n'aurais pas appelé ça. D'un point de vue marketing, je trouve que c'est peut-être pas le truc le plus malin. Parce que les gens vont tout de suite penser, ils ont balancé une gousse de vanille dans la bouteille, quoi. Ouais, mais bon. Ouais, mais ce qui peut faire vendre. Les gens qui aiment la vanille, ils achètent. Oui, mais pour le fan d'AOC et de rhum agricole, il se dit que c'est que ce truc, quoi. Alors, on parlait de législation tout à l'heure. Aujourd'hui, le souci qu'on retrouve au niveau des législations, c'est surtout le contrôle. C'est-à-dire qu'on a quelques difficultés, notamment à contrôler les produits qui rentrent sur les différents territoires. Et parfois, les législations d'un pays à l'autre sont contradictoires ou peuvent l'être. Et il n'est pas toujours évident de pouvoir contrôler ça. Alors en France, c'est la DGCCRF qui s'occupe de ces contrôles-là. Et je pense qu'il était quand même important de noter que selon les contrôles réalisés par la DGCCRF en 2018, sur 53 rhums hors dom-tom, 44% de ces rhums-là comportaient des anomalies concernant l'ajout d'arômes, de glycérol et la mauvaise indication du degré d'alcool, ce qui est quand même énorme. C'est-à-dire ils sont bloqués dans ces cas-là? Ou ils ont juste une amende? Alors, tout repart ou tout est détruit, oui, effectivement. Okay. Donc, tout repart aux frais du producteur ou bien tout est détruit. Donc, voilà, pour réétiquetage, mais je pense que c'est un constat quand même assez alarmant et assez impressionnant quand on compte que plus de la moitié des rhums qui sont donc importés de pays qui ne sont pas les Antilles françaises ne respectent pas les législations européennes. Le problème, c'est un petit peu comme Chantal Comte m'avait expliqué. Quand on parle de rhum agricole martinique ou de rhum de tradition anglaise ou de rhum de tradition sud-américaine, pour reprendre en gros le schéma, on parle quand même de produits qui ne sont pas spécialement les mêmes. La base n'est pas, ça reste la canne à sucre, mais il y en a, c'est du pur jus, d'autres de la mélasse. Et puis les façons de faire ne sont pas identiques non plus. Je pense que c'est ça aussi le gros problème du rhum, c'est qu'on se retrouve avec des produits assez différents l'un de l'autre qui se retrouvent sous la même appellation. C'est ça le gros souci en fait. C'est qu'il n'y a pas vraiment un terme générique pour rhum. Bon, il y a rhum avec H, sans H et avec O, mais bon. Ça c'est des traductions à la limite, c'est juste des traductions. C'est ça. Je pense que c'est un peu le gros souci dans le monde du rhum actuellement. C'est que tu peux mettre sur la même table un Zappa 23 où il est marqué rhum et un Nesson 15 ans où il est marqué rhum aussi, quoi. Et les gens vont regarder et puis voilà. Et la plupart du temps, ils prennent le Zacapa 23 parce que ça coûte un petit peu moins cher. Parce que c'est un 23 ans. Ah non, pardon. Pardon? Et puis parce que c'est un 23 ans. Ah ben oui, c'est un vieux, monsieur. 23 ans.
Mais bon, c'est vrai que dans chaque région, il y a la notion du rhum et la définition du rhum est effectivement différente. Et c'est vrai que la discussion qu'on a là ce soir, si tu la passes dans un pays latin, les gars, ils comprendront même pas ce qu'on raconte. Ah oui, parce que la tradition là-bas, c'est d'édulcorer le truc. Mais tu n'as pas ça avec le cognac, l'armagnac ou le whisky. Je veux dire, Oui. le whisky, c'est du whisky. Parce que ce sont des produits qui sont déjà produits dans les normes des pays européennes, en fait. Dans les pays des normes européennes. C'est-à-dire qu'on a tout spiritueux est en fait finalement régi par au moins 2 réglementations, parfois même 3. Donc il y a la réglementation du pays producteur et puis il y a celle de la loi européenne, finalement, qui sont souvent d'accord, à moins que le pays producteur, lui, soit plus strict que la loi européenne. Dans ce cas-là, c'est appliqué. Je prends l'exemple de l'AOC Martinique, qui est plus strict finalement que ce que prévoit la législation européenne. Du coup, ça rentre dans l'ordre. Et à l'inverse, par contre, on a des pays qui sont beaucoup plus souples que ce que prévoit le pays consommateur ou la législation européenne. Et c'est là qu'il commence à y avoir conflit, justement. Aux Philippines, ils sont plus light, par exemple. Pardon ? Je dis aux Philippines, ils sont plus légers. Par exemple, c'est un très bon exemple. Alors, d'ailleurs, il faut faire attention parce qu'aux Philippines, ils ont le Tanduay, qui n'est pas sucré. Ou à peine, tu vois. Alors, il n'est pas plus, mais il n'est pas sucré. Il n'est pas top. Mais oui, il y en a ouais, ils se sont trompés, quoi. Voilà. Ouais. Alors, petit commentaire, je suis d'accord avec Roger, on parle de culture et c'est difficile d'imposer une règle pour des choses totalement différentes. Effectivement, c'est un fait. Et c'est ce qui fait aujourd'hui un peu la difficulté dans le monde du rhum, c'est-à-dire qu'on produit du rhum sur absolument tous les continents et on n'a pas une législation internationale à ce niveau-là. Mais après, c'est des problèmes qu'on retrouve dans d'autres alcools aussi. Hein. Si on prend l'exemple du whisky, le whisky en Écosse, en Irlande, au Canada et aux États-Unis n'est pas forcément la même chose. Du moins, le produit localement. Donc voilà. Justement, on a une question. Il y a un confrère qui fait remarquer qu'au Québec, la SAQ fait une batterie de tests, mais étrangement, tout ce qui est associé passe sans problème. C'est vrai, sauf que les tests, c'est pas sur le spectacle, c'est sur la présence d'une molécule qui s'appelle le carbamate d'éthyle. Uniquement. Ouais, donc, du coup, il l'a ou il l'a pas, quoi. Voilà, donc s'il y a un carbamate d'éthyle, mais qu'il y a 30 grammes de sucre, ça passe. Parce qu'après, ce qui est intéressant pour le Québec, c'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, suite à une conversation avec Damien Sagnier, c'est qu'au Québec, il n'y a pas de degré minimum prévu pour appeler un produit rhum. Degré d'alcool. Là où chez nous, on est à 37,5, au Québec, il n'y a pas de minimum, justement. Et donc, les tests ne sont pas faits par rapport à ça, c'est-à-dire que leur législation est assez souple, mais il y a effectivement ces contrôles de carbamate d'éthyle qui sont mis en place et qui, malheureusement, punit un peu les rhums agricoles dans la catégorie pour intégrer le territoire. Ouais. Sinon, on a une question pour Laurent Cuvier. J'allais y répondre. Tu achètes plus de rhum après avoir amélioré ton bilan énergétique. T'es beau, tu m'éblouis. Ouais. Alors, premièrement, moi-même, je m'éblouis, première chose. Deuxième chose, je n'achète plus que du rhum d'Île-de-France. Comme ça, mon bilan, voilà, je suis bon là. Tac. C'est très local et je sens que c'est Michael qui va être content. Aussi un petit rhum de betterave belge, c'était moyen, mais. Dr. Clyde, ça. Maintenant, il fait des belles choses. Au début, c'était un peu. Non, mais il commence à faire des trucs sympas. Ouais, j'ai jamais goûté rien de ce qu'il a fait. Je me rappelais qu'il y avait un truc à base de betterave. J'avais goûté l'histoire de betterave, c'était pas waouh, effectivement, c'était même pas très bon en fait. Mais là, les dernières choses qu'il a fait, il y a des trucs sympas, franchement. Sinon, toujours, Stéphane, tu as raison, le Tanduay 15 ans qui n'existe plus. Moi, j'avais juste eu un sample qui était pas si mal que ça et qui était vraiment au-dessus du reste de la gamme. Alors, Laurent, justement, pour ton histoire de rhum belge, concernant ton bilan énergétique, par contre, est-ce que tu vas le chercher en bicyclette? À pied? En poussette? En poussette? Ah, ça oui. Pas pareil. Tu vas lui faire des chariots maintenant pour transporter les bouteilles, c'est pratique. C'est l'Île-de-France que tu hein, ils livrent en scooter. Non, mais qui? L'Île-de-France. Ah ben non, moi je vais le chercher, bien sûr. En poussette, avec un poussette qui marche au charbon. Tu devrais faire mieux, pas Île-de-France, mais distillerie de Paris, c'est encore plus près. Alors, distillerie en Île-de-France, pas une en particulier.
Ah, d'accord. Alors, deux questions. Une première qui nous vient. Je trouve le grand arôme de la baie du Galion sucré, malgré ses 60 degrés. Vous pensez qu'il y a un ajout de sucre? Alors, pour l'avoir goûté encore très récemment, tu sais, chez l'embouteilleur Latitude, qui est Romatitude, en fait, qui ont fait quelques trucs, voilà, à Madère principalement, et puis un Galion, justement. Non, je pense pas du tout. Alors, évidemment, c'est un mélasse. C'est ça qui est à côté liquoreux. Hein. Le processus est différent. Par contre, pour moi, il n'est pas du tout sucré. Les arômes qu'on peut ressentir viennent vraiment d'une mode de production plus qu'autre chose. Pour moi, il n'y a pas de sucre. Il n'ajoute pas une vinasse à la fermentation là-bas, non? En fait, il n'y a pas de sucre rajouté. Ça vient, comme tu dis, du type de fermentation. Puisqu'on va rajouter dans le mou, on va rajouter non seulement de la vinasse, mais on va rajouter aussi du jus de canne. Donc, c'est ce qui va donner ce côté un peu plus sucré et plus. D'accord, c'est un côté liquoreux comme ça. Mais effectivement, tu ne sens pas spécialement du sucre. C'est plus un ajout de sucre. Ouais. Alors, on nous pose également, d'autre part, y a-t-il des rhums blancs édulcorés? Oh bah oui. Alors, rhum blanc, oui, de mélasse, notamment ceux qui sont filtrés. Hein, on prend les exemples. Exactement. Alors, pas blanc agricole, pour le coup, du moins pas que je sache. Ah ben non. Mais voilà. Ah non, mais oui. après, il y a effectivement les blancs filtrés au charbon. C'est-à-dire des blancs qui sont en fait des vieux, qui sont reblanchis. De 3-4 ans, souvent. Ouais, voilà. Même parfois, ça va plus haut, mais c'est souvent 3-4 ans, tu as raison. Et au-delà de ça, de vrais blancs, donc non vieillis, là, j'en ai pas en tête. Parce que souvent, au final, les blancs de mélasse sont plutôt des produits à mixologie. Et du coup, de toute manière, dans un cocktail, tu vas déjà rajouter tes ingrédients. Donc, tu n'as pas besoin de sucre dans ton rhum. Donc, j'en ai pas en tête, en tout cas. Alors, tout à l'heure, il y a une question qui avait été posée concernant les finishes. Est-ce que les finishes peuvent être considérés comme édulcoration? C'est une grande question. Alors, juste pour préciser un petit truc, il y a Guillaume Ferroni qui a fait un essai, justement, où il a récupéré des fûts qui ont contenu au préalable du Pedro Ximénez, donc des fûts de 225 litres, qu'il a ensuite fait sécher sous serre, vraiment pour voir combien de liquide ceux-ci allaient encore avoir par la suite au sein du bois, au fait, pour pouvoir redonner. Et il a constaté qu'effectivement, le bois absorbait encore jusqu'à 25 litres de liquide dans ses douelles, sachant que le Pedro Ximénez, on est quand même à 350 grammes par litre de sucre environ. Voilà. Et donc, ça pouvait lâcher jusqu'à 40 grammes dans un rhum qu'on remettrait dedans pour un finish, par exemple. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, on pourrait éventuellement en déduire qu'un finish peut être une façon moins volontaire, peut-être, d'édulcorer un produit. Disons que c'est quelque chose qui va permettre souvent d'arrondir les angles. Oui. On va penser qu'il reste quelque chose, même si c'est pas voulu. Enfin, quand tu mets du rhum dans un fût de PX qui n'a rien contenu d'autre avant que du PX, tu sais qu'il va quand même rester pas mal de jus dans les douelles, comme on disait. Mais effectivement, souvent, ça arrondit. Maintenant, il faudrait voir. Là, on parle carrément de 25 litres qui restent dans les douelles, qui après peuvent. C'est énorme, hein. Ce qui est énorme. Ouais, l'exemple de Guillaume était intéressant, même si lui-même le disait, c'était vraiment le cas extrême de l'extrême. C'est un cas extrême, on est d'accord, mais c'est pour illustrer justement le propos. Ça peut effectivement être considéré comme une forme d'édulcoration. Ouais, c'est toujours un problème de terminologie, mais bon, si ça apporte du sucre. Moi, je me rappelle, c'était. Je crois qu'il en avait parlé à un Rumfest, et enfin entre autres, et le soir même ou le lendemain, je ne sais plus, il y avait une masterclass chez Christian de Montaguer avec Foursquare, donc Richard Seale et fils, et j'avais posé cette question justement, et je me rappelle que la réponse qui m'avait été apportée, c'était que pour qu'un fût qui a contenu un autre alcool avant donne autant de liquide et donc potentiellement autant de sucre, c'est si le fût n'a pas été vidé et ou nettoyé, enfin vidé correctement et ou nettoyé, mais si c'est nettoyé, l'apport de sucre sera minime. Autrement dit, ce qu'il voulait me dire par là, c'était que si ça donne un profil un peu plus sucré au rhum,
c'est quand même qu'il y avait eu la volonté des producteurs de justement ne pas bien nettoyer le fût pour qu'il y ait encore l'ancien alcool, je sais pas moi, du Sauterne, du PX. Pour récupérer le goût du finish, justement. Le goût et le sucre, du coup. Enfin, ouais. Donc, je veux dire, si je veux faire un finish Sauterne ou un finish Porto, sachant que ce sont deux produits sucrés, c'est peut-être quelque chose que je vais aller rechercher également. Pas toujours, mais dans certains cas peut-être. Alors, 25 litres sur un fût de quelle contenance qu'on me demande? C'était des fûts que Guillaume avait testés de 225 litres, il me semble, de PX. Alors, sinon, en analyse, on peut savoir si c'est un apport ou si ça vient du fût. Effectivement, en analyse, ça se sait. Alors après, en analyse, on peut retrouver un peu tout et n'importe quoi, hein, bien évidemment. Le truc, c'est qu'après, ce genre d'analyse en laboratoire coûte cher. Et souvent, c'est un peu le problème. Donc, voilà. Messieurs, pour ma part, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je ne sais pas si vous aviez encore certaines réactions, peut-être, à émettre suite à toute cette discussion. Alors pour ceux, des questions? S'il n'y a pas de questions, pour ceux qui veulent saucer leurs rhums qui font vieillir, j'ai repéré une petite recette de sauçage dans le bouquin de Kervégan. Si vous voulez bien, je peux la lire. Hein. Alors, je donne plusieurs recettes qui étaient utilisées. Hein. Donc là, il me faut un petit peu de lumière. Par contre, excusez-moi, je prends 2 secondes. On va mettre un peu de lumière. Voilà, c'est une petite recette que je vais vous lire. Alors, vous prenez 2 kilos de cuir de bœuf râpé. Alors, notez bien, 300 grammes de chêne pilé, 15 grammes de clous de girofle que l'on introduit dans 100 litres de rhum. Ajoutez la solution alcoolique de 15-20 grammes de goudron de bois résineux et vous laissez macérer une quinzaine de jours. On filtre alors et on colore au caramel. Voilà. Et on recolore quand même encore par la suite. Recette. Voilà. Ouais, c'est solide. Est-ce que tu peux nous rappeler Une recette qui date de 1873. Voilà, c'était ma question. Oui, voilà. C'était où ça? Hein? C'était où? Alors, il n'y a pas le pays, hein, c'est dans le guide, dans le guide théorique et pratique du fabricant d'alcool et du distillateur. Ça arrive en 1872. Ouais. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, tu avais aussi beaucoup de négociants européens qui recevaient leur rhum et qui le ressauçaient effectivement à leur contenance pour donner une couleur plus attractive ou couleur et un goût. Plus respectueux, quoi. Donc, du coup, oui, c'est un rhum à manger, là, quasi. Ça servait à améliorer le rhum, il n'était pas du tel quel. Alors, le cuir de bœuf, ouais, j'aime bien l'idée de mettre du cuir de bœuf dans du rhum. On mettait des cuirs de chaussures aussi à une époque, un peu de tout. Chaussures utilisées. Ah bah oui, forcément. Ah oui, sinon, c'est moins bon. Pareil. En tout cas, voilà. C'était un peu tout pour nous, je pense, hein, donc ce soir. Moi, j'en ai toujours à rajouter parce que moi, je pourrais faire 4 heures si on veut. Non, mais j'attendais que tu m'interrompes justement pour le faire. Mais tu sais bien que la première fois où tu dis ça avec Jean Breil, paf, il reste la moitié de l'émission. Donc, c'est ça. On est bien. Pour tu vas pas manger tout de suite. Moi, je voulais revenir sur un truc qu'on voit souvent et qui est vraiment un sujet de débat, l'un des principaux que je pense qu'on peut voir sur la confrérie qu'on a vue de tout temps, par exemple. C'est vraiment le côté sucré, oui, mais ça permet de mettre un pied dans le monde du rhum. Ça permet de débuter par là. Alors, moi, personnellement, ça m'amène pas mal de réflexions. Premièrement, oui. Voilà. Vraiment, ça peut. Je suis d'accord. Moi-même, je suis rentré avec un Eldorado 12 ans qui est sucré. C'est pas le plus sucré, mais il est sucré. Donc voilà. Donc, j'ai évidemment pas dire le contraire. En revanche, c'est pas du tout l'unique porte d'entrée. Il y a des gens qui n'ont jamais bu de Don Papa et Diplomatico, par exemple. C'est possible aussi. C'est la première chose. Par contre, ce qui est un peu ennuyeux, et souvent, malheureusement, les débats sur certains groupes tournent autour de ça, c'est un peu le pugilat entre les défenseurs d'un côté et les défenseurs de l'autre, et ça n'amène pas grand-chose. Et souvent, les arguments d'un camp comme de l'autre, je les trouve un peu pauvres et peut-être un peu trop
sur les sentiments, quoi, sur la réaction. Ce qui me semble moins, surtout sur un groupe comme quand même la Confrérie du Rhum ou d'autres groupes où on est censé être des amateurs de rhum. Donc on est censé être des gens qui vont s'intéresser un peu au sujet, que ce soit au niveau production, que ce soit au niveau variété de l'offre de rhum, de tous les profils qui peuvent exister. Et du coup, c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve ça bien que des gens disent, alors d'accord, tu bois ça maintenant, je t'invite à essayer ça et ça, tu découvriras peut-être un profil un peu moins trafiqué, un peu plus naturel. Et c'est dommage que très souvent, bah voilà, hop, ça arrive tout de suite au fist fight. Alors que voilà, ça, pour moi, ça témoigne bien souvent les gens qui vont faire un étalage de bouteilles où il y a à peu près 100% de rhum qui sont trafiqués, sucrés. Il est normal que des gens viennent leur dire, bah là, les rhums que tu as font tous partie de la famille des rhums sucrés, édulcorés. Si tu veux découvrir une autre facette, va voir ça. Parce que c'est comme ça aussi qu'on s'améliore. Si on reste sur notre truc Riese là à 90 grammes tout le temps, bah pour le coup, non, on ne connaît pas le rhum du tout. Donc, les gens qui sont sur ce genre de groupe, profitez qu'il y ait des gens qui sont là pour vous conseiller et qui peut-être ont fait ce cheminement déjà, ou profitez de super blogs, j'en ai un en tête, mais je ne le dirai pas, pour justement… Le blog arrogé.eu. Je pensais au même. Ah, bah oui. Je pensais au même. Et du coup, voilà quoi, profitez de ça, profitez des gens qui sont là, ne vous bloquez pas sur les critiques, parfois un peu acerbes, je dois l'admettre, parce que l'intérêt de ce genre de groupe, c'est justement d'échanger, de découvrir d'autres choses, de se faire guider par les gens qui connaissent un petit peu plus. Donc voilà, soyez ouverts. Des gens que ça n'intéresse pas non plus, des trucs pas sucrés, tu vois? Qu'ils aillent sur la confrérie du rhum sucré. Ah, bah, tu peux être sur la confrérie du rhum, mais parler de. Tu vois? Quel beau message en bandeau. On ne sait pas cliquer. Alors, le souci après, c'est que malheureusement, et ça, c'est pas un souci, enfin, c'est pas un truc qui date d'hier, c'est qu'on a, comme tu disais, les gens qui sont peut-être moins tolérants ou moins regardants avec les gens qui démarrent, justement, qui cherchent à découvrir, et directement qui vont venir bâcher le truc et se défouler dessus en mode « je connais mieux que toi, moi je sais, t'es qu'une merde ». Enfin, c'est dit assez violemment, on essaye quand même de contrôler ça d'une manière ou d'une autre depuis pas mal d'années maintenant, même si c'est clairement pas toujours évident et que ça a causé pas mal de problèmes par certains moments. Voilà. Voilà, pour un souci d'équité, on va mettre la deuxième banderole, voilà. Hein. On est comme ça, nous, on est équitable, c'est pour ça. En tout cas, voilà. De manière générale, il faut être curieux. C'est ça. C'est ça. Je dirais même aller un peu au-delà du rhum de temps en temps pour voir ce qui se passe et découvrir d'autres arômes, d'autres saveurs. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à une idée préconçue en se disant non, moi, par exemple, le rhum agricole, j'aimerais jamais, c'est trop sec. Allez, il faut essayer des trucs, quoi. Pas tout de suite, évidemment, le machin à 800 balles, hein, mais tu peux trouver des bons rhum agricoles à 40 €, c'est magnifique. Hein. Ouais, il faut aller chez les bons cavistes, les goûter. Aller chez un caviste et parler au caviste, effectivement. Par exemple. Moi, je n'aime pas les rhums sucrés, mais je suis quand même assez tolérant avec les gens qui aiment. J'essaie de leur expliquer pourquoi je l'aime pas et j'essaie de leur faire goûter. Personnellement, j'ai pas de rhum sucré chez moi. J'ai même pas de rhum arrangé chez moi. Mais les gens qui aiment, je respecte leur choix, mais j'essaie de leur faire découvrir autre chose, comme disait Laurent. Et il y en a beaucoup qui ont franchi le pas et qui me disent oui, eh ben, effectivement, maintenant je bois des rhums qui sont pas sucrés, mais ça m'arrive quelquefois de retourner sur un rhum sucré. J'ai même vu Benoît Bae boire un Abuelo récemment. Exactement. Donc, je l'assume totalement. J'ai bu un verre d'Abuelo finition cognac, il me semble, il n'y a pas longtemps, et je trouvais ça sympa. Voilà, ça change. C'est un cigare. Il y a eu une petite réaction violente de la part d'Abuelo quand même taquine de la part d'Abuelo en commentaire. C'était marrant. Enfin, je vous laisserai aller regarder donc sur Instagram. Moi, je pense voilà. Deux trucs. Il y a quelqu'un qui disait dans les commentaires, alors j'ai pas les noms, mais tous les goûts sont dans la nature. Oui, et évidemment, je mets pas ça en cause.
C'est juste qu'on peut savoir son goût, pour le rhum en l'occurrence, mais enfin, parce que là on parle de rhum, une fois qu'on a goûté un petit peu un éventail quand même. C'est-à-dire que si on dit non, moi j'aime le rhum sucré avec un goût d'orange et de vanille, et en plus il est très sirupeux. Alors, oui, du coup, oui. Je prends cet exemple au hasard, j'ai pas de nom en tête. Ben non, enfin, on peut l'aimer sur le moment où on le boit, bien sûr. Mais juste, moi, ce que je voudrais, c'est que les gens n'en restent pas là et juste soient ouverts. C'est un conseil de dégustation que j'avais donné, je crois, au premier ou au deuxième épisode de ce single cast. Soyez ouverts et ne vous fermez pas à des styles. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Ça peut être intéressant, comme tu disais, Jerry, de revenir vers un truc sucré de temps en temps. Voilà. Et après, pour répondre à Angelo aussi, parce que là, il y avait le nom qui s'affichait, je ne sais pas pourquoi. Oui, non, Eldorado 12 ans, en effet, c'est plus qualitatif que pas mal d'autres rhums qui sont sucrés parce que c'est pas un rhum qui est distillé à je ne sais combien de degrés sur une multicolonne à 95 degrés. Ça a du caractère, hein. C'est un beau rhum. Ouais, voilà. Mais c'est très sucré, effectivement. Comme la plupart des Eldorado, au final. Hein. Même quand tu montes en gamme, tu as toujours. Parce que ça fait partie de leur tradition, justement. Souvent, les rhums de Demerara qu'on peut retrouver chez les embouteilleurs indépendants vieillis en Europe, souvent, soit on a les dark Demerara, comme on disait, qui eux sont bien saucés, et puis on a d'autres beaucoup plus translucides, hein, comme ceux-ci, qui sont là vraiment des Demerara hors tradition guyanaise, on va dire, parce que il est arrivé en rhum blanc qui a été mis en fût en Écosse et sans autre chose. Mais je pense que par défaut, il n'y a pas de Demerara qui sortent officiellement de chez DDL non saucés. Eldorado 12, 15, 21, plus les bouteilles comme ceci qui sont un peu plus haut de gamme, sont toutes saucées à un moment ou l'autre. Ça, c'est clair et net. Parce que le Demerara, le rhum Demerara est censé être brun. Donc, il ne devient pas brun par cet esprit non plus. Quoi. Au début de l'émission, c'est une tradition du Guyane. C'est comme ça qu'ils font le rhum chez eux. Donc, soit on l'aime et on l'accepte, soit on n'aime pas et on n'achète pas. Mais je veux dire, critiquer DDL parce qu'ils saucent leur rhum, c'est un peu comme. C'est un peu ridicule, en fait. Pour revenir sur ce que disait Laurent, même dans les rhums sucrés, il y a des graduations. C'est-à-dire que tu peux, quelqu'un qui aime les rhums sucrés, qui boit, par exemple, pour pas nommer du Diplo, tu lui dis, goûtez un Santa Teresa qui vient aussi du Venezuela, ça n'a rien à voir avec un Diplo, parce que c'est déjà beaucoup moins sucré. Et comme ça, petit à petit, il peut évoluer ou pas. Ouais. Et à côté de ça, quand je dis critiquer DDL parce qu'ils font ça est stupide, je l'ai fait. Mais là, c'est parce qu'ils nous vendent un truc à un prix de fou, hyper saucé et sans aucune longueur et aucun panache. Donc là, on peut critiquer effectivement. Mais par exemple, quand on va goûter un Edmore 93 ou 93 chez vous, si on trouve qu'il a un côté sucré, mais c'est parce que c'est comme ça. Je veux dire, c'est tout. Après, on aime ou pas le produit, mais le produit est prévu comme ça. Je veux revenir à ce que tu dis là, juste sur DDL. Ils ont cette tradition de saucer, édulcorer, etc. Je relisais l'interview de Cocktail Wonk que Cyril a traduit il n'y a pas longtemps, sur le responsable production chez DDL, qui me dit, et c'est pour ça que je l'ai relu attentivement, parce que j'avais lu pas mal de commentaires avant de le lire, qui disaient ils mettent des trucs dans le fût et machin et trucs. Le seul truc dont ils parlent, c'est du caramel colorant. Hein. Oui, mais ça reste saucé. Le caramel colorant, t'en as aussi dans les rhums AOC. Hein. Oui, mais à partir du moment où tu le mets à l'emboutage, et à mon avis, en sortant, quand tu goûtes les derniers, il y a des trucs. Hein, je veux dire, le caramel colorant, c'est pas du sauçage. Voilà. Puisque même dans le caramel, s'il est bien château ou pas, quoi. Mais il me semble que dans l'interview, tout n'était pas aussi clair que ça. Il y a des petits passages où il dit pas vraiment. Hein. Il parle un peu de magie aussi. Hein. Ouais, voilà, la magie. Il emploie le mot magie et là. À mon avis, magie, ça veut dire sauce. De la poudre de perlimpin. Hein. Voilà. Ouais, quand tu vois les derniers blended in the barrel, tu les goûtes tous les 4. Ouais, tu as des petites différences, mais le truc est tellement. Pour moi, je trouve ça assez exagéré. Après, si eux, ils aiment bien, tant mieux. Ce qui est dommage, c'est le prix auquel c'est vendu en Europe. Quoi. Ouais. C'est du marketing. Quoi. Ouais. Et là, ça devient critiquable.
Donc voilà, messieurs, à moins que Laurent souhaite m'interrompre une seconde fois. J'hésite. Laurent, dis-moi comment, il faut que je déguste. D'ailleurs, j'ai failli oublier de lui laisser sa minute de gloire. Oui. Laurent, Ouais. un petit peu de dégustation ce soir pour les gens qui nous regardent. Favorite, c'est pas de la flibuste, hein, mais bon. Alors, prends une paille. Non, je rigole. Ben non, mais du coup, ça me fait revenir. Je voulais parler d'autre chose, mais ça me fait vraiment revenir sur cette histoire de rester ouvert. C'est-à-dire que ça me semble tellement important quand on s'intéresse. Ça marche pour tous les produits, mais parlons du rhum. Ça me paraît tellement important d'essayer d'avoir une image un petit peu globale, d'avoir une image la moins parcellaire possible, c'est pas un jeu de mots, qu'il faut vraiment s'ouvrir à des choses. Enfin, je serais moi-même resté sur, comme on disait, Eldorado 12 ans, mais il y a d'autres trucs. Abuelo, j'en ai bu aussi, 12 ans, que je trouvais tout à fait honorable. Et entre autres, grâce à des cavistes, par exemple, moi je sais que c'était grâce à un caviste, où j'ai pu découvrir un peu autre chose. Et c'était vraiment lui, et moi je ne peux que me faire l'écho de ce conseil-là, c'est de rester ouvert, de réessayer un agricole de temps en temps. Moi je sais que l'agricole, je ne pouvais pas. Et pendant peut-être, je sais pas moi, les 6 premiers mois où j'en avais goûté avant même de m'intéresser à un tantinet au rhum, et ça ne marchait pas. Il y avait toujours un goût qui me dérangeait. Et une fois, on m'a fait goûter, alors c'était le 2 Paz XO Montagne truc, mais ancienne version dans le coffret bois, là. Et c'est ça vraiment qui m'a fait, au final, tomber dans l'agricole. Ce qui ne veut pas dire que j'ai arrêté tout le reste. J'ai continué pendant un moment à mélanger les deux, entre guillemets, alors pas dans le verre. Hein. Et du coup, voilà, restez ouvert. Soyez, et je sais que c'est pas toujours facile, mais soyez également réceptifs aux critiques qu'on appellera constructives, parce que sinon, voilà, vous allez vous priver de choses absolument magnifiques, et qu'on ne peut apprécier quelque chose que si on a une image un petit peu globale. Alors c'est ma vision. Hein. On faut avoir aussi effectivement un caviste dans la région qui peut permettre ce genre d'apport. Alors c'est vrai. Il y a 50 cavistes en spiritueux et encore 50 bons. Tout à fait, tu as raison. Et c'est pour ça qu'il y a quand même quelques ersatz où on peut trouver quelques. Il y a des sites, par exemple, Internet, qui vendent des échantillons. Oui, bien entendu. C'est une excellente manière. On achète nos 4-5 centilitres, on se prend une dizaine de samples et on essaie des trucs qu'on n'a jamais essayés. Pour un risque très limité, c'est souvent 3-4 euros, quoi, ou 5-6, ça dépend un petit peu la référence. Quoi. Les groupes Facebook sont une excellente source d'information. Je ne parle pas des blogs, mais j'en pense pas moins. Donc voilà, il y a quand même énormément de sources d'informations, même si on n'a pas un caviste à proximité, pour nous venir en aide un petit peu et nous aiguiller, nous tenir un peu la main de temps en temps. Voilà. Comme dit Roger, non seulement il faut un caviste à proximité, mais il faut quand même un bon caviste. Une petite anecdote, j'ai une amie qui m'envoie une photo d'une bouteille de Don Papa, elle me dit, j'ai des amis qui viennent de m'offrir ça. Alors je lui explique ce que c'est. Elle me dit, je viens de perdre des amis. Je lui dis, non, garde tes amis. Mais je pense que tes amis, ils ont perdu un caviste. Parce que il a dû leur lui dire, ça c'est le meilleur rhum actuel. Et voilà. Donc là, c'est. Mais j'ai cette anecdote où j'étais un peu peiné, où tu veux pas faire de la peine aux gens qui te l'offrent. Mais moi, j'avais un oncle, il y a des années de ça, il y a peut-être 4-5 ans, qui me dit, je suis passé chez mon caviste, je lui ai dit que j'avais un neveu, il aimait bien le rhum, il s'intéressait, tout ça, et bim, Don Papa 7 ans, quoi. Ouais, j'ai eu droit aussi à cette belle surprise. Je crois que tout le monde a reçu une bouteille un jour ou l'autre. Qui voulait me faire plaisir. Donc, voilà. Voilà, justement, alors ça, encore la dernière anecdote, c'est que, pareil, un neveu qui vient de Cave de province et il me dit, je sais que tu aimes le rhum et m'offre une bouteille de Diplo. Je le remercie gentiment en souriant et le soir, ma fille me dit, mais tu sais, même quand tu souriais, ça se voyait que tu n'étais pas content. Ben oui, c'est pas toujours facile de masquer sa joie, on va dire. Ok, bon, je propose dans ce cas-là qu'on va s'arrêter sur ces jolies paroles.
En ce qui concerne ce live, il sera en replay, donc comme toutes les vidéos de la confrérie du Rhum, et également en podcast dans 2 semaines sur iTunes et Spotify. Et puis, messieurs, nous, on se revoit d'ici presque un mois. Hein. Donc voilà, on va avoir une petite pause, justement, histoire de se remettre les idées en place, pouvoir faire un tri dans nos chemises et dans nos pensées. Et puis voilà. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce live, également aux auditeurs. Merci d'avoir participé, d'avoir été aussi nombreux, surtout à réagir dans les commentaires. C'est très intéressant. Je pense qu'on va repasser tout ça au crible un peu maintenant, après le direct ou demain. Je vais également vous partager l'article dans les commentaires dont je parlais tout à l'heure de Christine Lambert. Et puis voilà. Merci beaucoup. Et puis, en vous souhaitant une bonne soirée. Merci. Merci les confrères et merci les collègues. À la prochaine. Ciao.